Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Chers amis auditeurs, bonsoir. Avec mon invité de ce soir, Jean Pernin, nous commémorons le 40e anniversaire de la mort de Daniel Balavoine. Et vous allez constater combien nos liens avec l'au-delà sont prégnants. Tout d'abord, belle synchronicité, cette émission qui sera diffusée le 29 janvier est, par le hasard du calendrier, enregistrée le 15 janvier. Bonsoir Jean Pernin d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Jackie, merci de votre invitation, c'est gentil. Merci à vous. Alors si vous voulez bien, rappelons la version officielle de l'accident. Le 14 janvier 1986, à 19h, version officielle, l'hélicoptère du Dakar s'est écrasé avec 5 personnes à bord, dont Daniel Balavoine et Thierry Sabine, l'organisateur du rallye, Nathalie Audan du Journal du Dimanche, Jean-Pierre Le Fur, le radio, et François-Xavier Bagnou, le pilote. Les passagers sont tous morts sur le coup. Et en fait, de nombreuses zones d'ombre vont apparaître. Alors, Jean, dans quelles circonstances avez-vous douté de la version officielle ? Alors, je n'ai jamais douté de la version officielle, en fait. Jusqu'en 2004, je n'ai jamais douté de la version officielle. Non. J'ai douté de la version officielle grâce à mon fils Olivier. Donc là, on arrive à quelque chose qui n'est pas conventionnel, c'est-à-dire les messages de l'au-delà, de l'autre monde. Il se trouve que mon fils Olivier est parti brutalement à 21 ans, donc le 8 juin 1995. Il s'est beaucoup manifesté après son décès. Et un an plus tard, c'est-à-dire en septembre 96, j'ai commencé à recevoir des messages de l'au-delà. Moi qui n'étais pas ouvert à tout ça. Donc, il s'est beaucoup manifesté, donc il nous a fait comprendre en fait qu'il avait des choses à dire. Alors, le premier message que j'ai reçu avec mon ex-épouse et ma fille d'ailleurs, c'était « Je suis vivant ». Voilà, je suis vivant. Donc, et après, donc, il y a eu beaucoup de choses derrière. Donc, tout ça, c'est dans le livre Passeport pour l'au-delà. Et il se trouve que début novembre 96, justement, Olivier me parle d'un Daniel. Et là, je ne sais pas de qui il parle parce qu'on n'a pas de Daniel dans notre famille. Il n'a pas d'ami qui s'appelle Daniel. Je ne le questionne pas par rapport à ce Daniel. Alors, il faut savoir que les messages, je les reçois télépathiquement, mais à l'aide d'un pendule quand même qui est une sorte d'antenne, vous voyez.
C'est assez complexe hein, comme procédé. Enfin bref. Alors, au printemps 97, cette fois-ci, Olivier revient me parler de Daniel. Alors, cette fois-ci, il le précise, il évoque Daniel Balavoine, mais en aucun cas, il parle de son accident. Pas du tout. Il évoque Coluche, il évoque Mitterrand, De Gaulle, le commandant Cousteau, enfin bref, voilà, Mitterrand, oui, Mitterrand, il parle de Mitterrand. Alors bon, il me donne quand même des informations sur leur situation dans l'au-delà. Bon, ça, c'est dans le livre Pas pour l'au-delà. Donc, et puis après, c'est tout. J'en suis resté là, moi, parce que j'étais sur un accident, hein, donc il n'y avait pas de raison d'aller plus loin. Et puis, il se trouve que… C'est ce qui vous rend d'autant plus crédible, Jean, c'est que vous n'étiez pas du tout ouvert à l'au-delà, à l'ésotérisme, à la spiritualité. Ah ben, comme tout le monde, oui, mais comme tout le monde, j'avais entendu parler de ça. Forcément, j'ai eu une éducation religieuse à la base. Bon, je ne suis pas pratiquant du tout, hein, mais bon, j'avais entendu parler de ça, forcément. Mais bon, après, de là à adhérer à une vie après la mort, non. Alors, sauf que là, oui, j'ai dû, parce que grâce aux manifestations d'Olivier, et elles étaient claires, hein, puisqu'il est même apparu, hein, il est même apparu. Et puis après, il y a eu tous ces messages, alors non seulement pour moi, mais également pour d'autres personnes. Mais bon, pour en revenir à notre affaire Balavoine, là, au printemps 97, il évoque cette fois-ci Daniel Balavoine clairement, mais on en reste là. On en reste là pendant 7 ans quand même. Et c'est en janvier 2004, puisque tous les janvier, il y a des hommages, hein, à l'occasion de la mort de Balavoine. Donc en janvier 2004, je regarde une émission sur Antenne 2 à l'époque, c'est un hommage justement, il y avait plusieurs personnes qui intervenaient dans cette émission, dont sa sœur Marie-Françoise, d'autres personnages, dont un en particulier dont je ne parlerai pas parce que il a joué un rôle important dans cette histoire. Bon, il est dans l'au-delà maintenant, hein, paix à son âme. Enfin, son âme ne doit pas être très en paix aujourd'hui quand même. Et puis c'est là que l'information m'est arrivée, m'a été communiquée, que cet accident n'en était pas un. En regardant l'émission, c'est quand même étrange tout ça. Et du coup, ça m'a quand même interpellé. Et le 13 janvier au soir, j'ai reçu un premier message de Daniel Balavoine, hein, assez puissant d'ailleurs. Je retrouve le Daniel Balavoine engagé qu'on avait connu, très combatif, qui nous demande d'ébranler les citadelles du pouvoir, etc., etc., quoi, hein. Donc tout le détail du message, il est dans le livre également. Et voilà. Et ce message, je n'ai pas voulu le garder pour moi. J'ai communiqué en fait avec la sœur de Daniel Balavoine, Marie-Françoise, que je n'ai pas eu au téléphone. J'ai eu son beau-frère, Monsieur Maestre. Et je lui explique, je lui raconte l'histoire à Monsieur Maestre. J'ai dit, écoutez, vous allez me prendre pour un fou, mais enfin bon, voilà ce que j'ai à vous dire. Moi, j'ai un message de Daniel Balavoine. Il me dit, non, mais je vous prends absolument pas pour un fou parce que lui-même avait vécu une expérience paranormale, justement. Et ça, c'est important, intéressant, hein. Donc, il me dit, bon, écoutez, ma femme n'est pas là, mais envoyez le message à cette adresse. Bon, j'ai envoyé le message, j'en ai pas eu de nouvelles derrière. Voilà, on en est arrivé là. Et puis après, les messages se sont succédés. Et au fur et à mesure, j'ai appris en effet que c'était pas un accident, qu'il y avait eu un sabotage d'hélicoptère, que ça s'était pas passé le 14 janvier, mais le 13, en soirée vers 23h, après une soirée à l'hôtel Gaoué de Niamey. Hein, d'ailleurs, Gérard Mérigot, qui était directeur d'Antenne 2 à l'époque, le dit dans un témoignage, hein, on est une bonne quinzaine, voilà, c'était un jour de repos, le lundi 13 janvier était un jour de repos. Et c'est là, en fait, qu'a eu lieu carrément cet accident, entre guillemets, d'hélicoptère, hein, puisque l'hélicoptère a été saboté, en fait, il a été saboté, mais mal saboté, et ils étaient 5 à bord, bien entendu. Alors, je vous rappelle qu'il y en a quand même 4 qui ont laissé leur place. Hein, ce sont des gens très charitables. Alors, est-ce qu'ils étaient… oui, ils étaient certainement à la réception du soir, là, à l'hôtel Yahweh. Hein, donc, il y avait Yann Arthus Bertrand,
Patrick Chêne, Jean-Luc Roy, et puis le quatrième, c'était Poivre d'Arvor, voilà. Donc, Balavoine ne voulait pas monter dans l'hélicoptère. Balavoine avait peur des hélicoptères. Il ne voulait pas monter. Mais bon, compte tenu de la charité des 4 autres, il y est allé, quoi. Il y est allé et il n'est jamais revenu. Voilà. Voilà ce qui s'est passé dans la version qui n'est pas évidemment officielle, dont celle dont je vous parle là. Ça n'a rien à voir avec la version officielle. Parce que si on revient à la version officielle, si vous pouvez montrer la vidéo du crash, la diapo du crash. Oui, la photo numéro 10. Voilà. La photo numéro 10, voilà. Donc là, on a un crash, effectivement, mais un faux crash, en fait. Hein. Enfin, un vrai avec un autre hélicoptère. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un crash qui s'est développé, en gros, sur 150 mètres. Hein. Et on retrouve au bout de ce crash, dans la carcasse, enfin, autour de la carcasse principale, et ça, c'est Gérard Joigny qui le dit, journaliste d'Europe 1 que j'ai eu au téléphone d'ailleurs 2 fois. Bon, il est décédé aujourd'hui, hein, Gérard Joigny. Il avait d'ailleurs écrit un superbe article dans Paris Match. Et lui, qui est arrivé très tard en soirée, à peu près vers 22 heures, il a découvert des corps intacts et non mécanissables au bout, autour de la carcasse principale. Il y en a 4 qui étaient arrangés en arc de cercle, et il y a celui du pilote qui était un peu à droite, quoi. Hein. Et là, évidemment, c'est impossible dans un crash pareil de retrouver des corps intacts. Non, ça c'est absolument impossible. D'ailleurs, et surtout allongés en demi-cercle. Alors, arrangé en demi-cercle, effectivement, mais intact. D'ailleurs, il y a un motard que j'ai eu aussi, Marc, qui s'appelle, hein, il était motard, lui, il m'a témoigné, en fait, que lui, il est arrivé, effectivement, il était un peu perdu sur la piste, il est arrivé à la nuit tombait, il faisait pas nuit, contrairement à ce que nous dit la version officielle, il faisait absolument pas nuit, et lui, il a vu cette masse-là, il a vu des débris, il a cru que c'était des voitures qui s'étaient télescopées, et en définitive, il est descendu de sa moto et il a tourné, il a fait le tour de la carcasse et il a vu le corps de Balavoine sur le ventre. Et il m'a dit, il était entier, il était intact, il était sur le ventre. Donc, quand je lui ai dit, mais où les autres? Et les autres, vous les avez vus? Il m'a dit, non, j'ai pas vu les autres corps, j'ai cru qu'ils étaient coincés dans la carcasse. Par contre, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 2 voitures qui arrivaient et qui lui ont dit, vas-y, on s'en occupe. Donc lui, il a cru que c'était des secours. C'était pas du tout des secours, c'était des gens qui amenaient les corps de la veille, puisque l'accident, le vrai crash s'était produit le 13 en soirée vers 23 heures après la réception voilà, à l'hôtel Pierre-Louis. Voilà. Tout est là. La déclaration officielle, c'est un seul accident le 14 janvier. Dans la nuit, on nous a dit qu'il faisait nuit, qu'il y avait des vents de sable violents et que l'hélicoptère s'est crashé sur une dune de 30 mètres de haut. Et voilà. Il s'est avéré par la suite. Comment avez-vous découvert que c'était faux et qu'il y avait une toute autre réalité derrière ces faits qui étaient énoncés depuis le début, avec soi-disant des témoins? Comment ça c'est complètement faux, puisque déjà, il suffit de regarder le rapport d'accident. Alors, rapport d'accident, alors là, on peut en parler, mais enfin, on en parlera tout à l'heure. On en parlera après. Dessus, on va peut-être rester sur les hélicos. Pourquoi voilà, 2 hélicos et pas un? Les concurrents qui ont été témoins du crash le disent. Jackie Giraud, qui était dans une voiture 4x4 Mitsubishi avec Charles Belvez, le dit. On est sur un désert assez plat, pas de vent de sable. Voilà, l'hélicoptère les suivait en fait. L'hélicoptère était guidé, soi-disant, par cette voiture. Sauf que d'un seul coup, il a décroché à droite. Il s'est crashé à 20-50 mètres du véhicule. Il n'y a pas eu du tout d'incendie, alors qu'ils étaient à 8 km. Donc, si cet hélicoptère suivait cette voiture, il n'avait aucun intérêt à la lâcher, quoi. Il devait la suivre jusqu'au bivouac qui était distant de 8 km. Donc, ça, c'était complètement aberrant. Donc, et il le dit, hein, Jackie Giraud le dit dans une interview avec Jean-Luc Roy sur RMC Sport, on est sur un désert assez plat, pas de vent de sable.
C'est Oui. clair et net. Et il faisait Marc, pas le nuit. pilote moto, C'était la nuit tombée, c'était pas nuit noire non la plus, c'est nuit ça? tombée, oui, c'était entre, on va dire, entre chien et loup. Mais Oui. Marc le dit aussi. Marc le dit aussi. Moi, je suis arrivé là, il n'y avait pas du tout de vent, c'était calme. Il n'y avait pas de dune non plus. Pas de dune Et du tout. on Le le terrain voit est sur plat. on le voit sur la photo du crash, hein, qu'il y a pas de dune. Voilà, on le voit sur la photo du plat. Donc, le terrain est complètement plat. Donc voilà. Donc, c'est une énorme mise en scène qui s'est produite à ce moment-là. Et Hein, d'autant plus, pardon de vous interrompre, mais quand on parlait du témoignage de Belvez et de Jackie Giraud qui étaient dans la même voiture, les deux témoignages ne sont pas concordants du tout, alors qu'ils étaient côte à côte dans la même voiture. En plus, les témoignages ne sont pas concordants du tout, en effet. Et ce qui est plus grave, en fait, c'est que là, c'est la mère du pilote qui nous le dit. La mère du pilote, Albina Dubois-Rouvray, qui a fait une déclaration au journal suisse L'Illustré à l'occasion des 25 ans du départ de la mort de son fils. J'ai eu la journaliste qui l'a interviewée, qui s'appelle Françoise Bouliane. Et Albina Dubois-Rouvray, elle est allée voir le premier témoin du crash, qui a attendu 3 heures avant de donner l'alerte. Oui, c'est incompréhensible. Complètement incompréhensible. Elle voulait porter plainte contre lui pour non-assistance à personne en danger. Donc, et après, elle a renoncé à faire ça. Donc, ça veut dire que les gens qui sont arrivés là, au bivouac, après avoir vu ce crash, alors s'agit-il de M. Belvez et de M. Giraud? A priori, oui, quand même, puisque c'est eux qui déclarent être les premiers témoins du crash. Ils ont attendu 3 heures. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils sont revenus très tard dans la soirée avec Gérard Joigny. Donc, il y avait Charles Belvez, il y en avait d'autres qui étaient là, qui sont revenus sur les lieux du crash. Vous voyez? Alors, ils sont revenus, pardon, c'est eux qui sont revenus parce que Thierry Sabine, qui s'était une première fois posé, avait reçu l'ordre de repartir et il avait demandé à ce que l'accompagne jusqu'au bout à cause de je ne sais plus pourquoi. Oui. Ça c'est la version officielle. Hein. Ça, c'est la version tout à fait officielle. Bon, cet hélicoptère, on se demande s'il y avait un pilote dedans d'ailleurs. Voilà, un pilote qui s'est éjecté. Ça peut être un hélicoptère. C'était un hélicoptère qui a été amené pour une mise en scène. Hein. D'ailleurs, quand on arrivera sur les numéros de série tout à l'heure, on va voir. Hein. Donc cet hélicoptère, on ne sait pas comment il a été. Est-ce qu'il a été téléguidé? Est-ce qu'il y avait des systèmes de téléguidage à l'époque? Est-ce qu'il y avait autre chose? On ne sait rien. En tout cas, comme leur opération de la veille s'est complètement foirée, on ne pouvait pas présenter un hélico qui a été criblé de balles. Criblé de balles et vu par des témoins. Pour être bien clair, Jean, le premier hélicoptère décolle avec les 5 personnes à bord. Il se scratch. Alors, on parle là, voilà, oui, on parle de la, on parle du 13 janvier, là. Voilà, du 13 janvier. Voilà, le 13 janvier. Et ça, j'ai des témoins même de l'hôtel Gaoué. Alors, on peut montrer les photos de l'hôtel. On peut montrer l'hôtel Gaoué, effectivement. Et puis ensuite, on montrera les morceaux d'hélicoptère. Voilà. Alors, l'hôtel Gaoué, l'hôtel Gaoué, effectivement, ils sont venus se poser. Là, j'ai quelqu'un de l'hôtel qui m'a dit, ils étaient 2 ou 3 dans l'hélicoptère. Voilà, l'hôtel Gaoué. Ils sont venus se poser sur le parking de l'hôtel Gaoué. Bon, pour faire le briefing de l'étape suivante. Enfin, il a fait le briefing autour de la piscine, hein, Thierry Sabine. Hein. Voilà, donc il y avait tout le monde. Après, on est le 13 janvier, là. Là, on est le 13 janvier. On est le 13 janvier, là. Donc, il est venu, effectivement, avec son petit hélicoptère. Il était 2 ou 3 dedans. Ça, c'est M. Da Silva de l'hôtel Gaoué qui me l'a dit. Donc, il m'a dit, ils sont partis un peu tard. Ben, ils sont partis un peu tard. Ils sont partis après 22 heures. Parce que Daniel Balavoine dormait dans cet hôtel-là normalement. Il dormait d'ailleurs avec un organisateur des témoins, des convois du cœur, hein, parce que je vous rappelle que lors de ce rallye, Daniel Balavoine installait des pompes à eau. Il n'était pas concurrent, là.
Non, Et il donc, avait profité de la structure de Thierry Sabine avec le c'est ça, Paris-Dakar pour c'est ça. pouvoir alimenter, créer des points d'eau dans les pays africains quoi, pour aider C'est, la population. voilà, c'est exactement ça. Et donc, Daniel Balavoine dormait effectivement dans une chambre avec un organisateur des Convois du Cœur. Et après la petite soirée bon, c'était une bonne ambiance, comme dit Gérard Mérigot, ils étaient une bonne quinzaine. Hein. Et il est revenu dans sa chambre, Daniel Balavoine, il a pris son sac et il a dit « Je ne dors pas ici ». Il est parti. Et le monsieur avec lequel il devait dormir, dans la chambre évidemment, le lendemain matin, au petit déjeuner, il a appris la mort de Balavoine, c'est-à-dire il l'a apprise le 14 au matin. Oui. Le 14 au matin, d'ailleurs, c'est ce que les gens de l'hôtel m'ont dit. Il y a même une personne qui m'a dit, la première personne que j'ai eue, une dame de la réception, elle me dit, mais c'est pas, je lui ai expliqué, hein, voilà, ils sont venus dans votre hôtel, ok. Elle me dit, mais c'est pas à la suite de ça que Thierry est décédé au biais. Eh bien oui, il est décédé au biais parce que le biais, c'est quoi le biais? Le biais, c'est une zone. Alors là, on peut montrer la photo du Niger qui traverse Niamey. Première image, c'est l'image numéro 2 pour la régie. Voilà. Voilà, on peut montrer cette image-là. Donc, en fait, le Niger, voilà, le Niger forme de nombreux canaux parallèles dans la traversée de Niamey. Et il y a une zone au nord de Niamey qui s'appelle le biais, d'ailleurs. Et cette dame de biais me dit, c'est pas à la suite de ça que Thierry est décédé au biais. Donc, ça veut dire que le crash s'est produit, en gros, à 30 km, peut-être à peine d'ailleurs, au nord de Niamey. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, il s'est passé qu'il y a eu, pendant la réception, là, il y a eu un sabotage du rotor de queue, qu'on peut montrer maintenant, le rotor Alors de là, queue. on peut les montrer, ce sont les images Voilà. suivantes, directement 3, 4, 5. Voilà. Donc, le rotor de queue, le voilà. Donc là, ils ont saboté, ils ont posé un explosif sur le rotor de queue, évidemment, qui a été déclenché à distance. Alors, il y avait toute une organisation du crime, évidemment, qui suivait ça. Donc, et quand ils sont arrivés, effectivement, à la zone du biais, là, hein, en gros, 25, 20, 30 km au nord de Niamey, ils ont évidemment déclenché l'explosion, sauf que ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'hélicoptère s'est posé. Les gens qui étaient dedans, le pilote a dit, on a un problème, il faut se poser pour voir. Voilà, donc ils se sont posés, sauf qu'il y avait toute l'organisation qui suivait ça et qui les ont obligés à redécoller. Et là, il y a eu évidemment le mitraillage de l'hélicoptère. Là, ça a été absolument terrible. Et là, l'hélicoptère, il est tombé comme une masse. Et là, il n'y a pas eu 5 morts sur le coup. Là, il y en a eu 3 de morts sur le coup. Et d'ailleurs, là, on a un témoignage d'un diplomate qui s'appelle Marc Pécou, hein, que j'ai eu au téléphone et que j'ai même rencontré à Paris. Marc Pécou, qui était diplomate à l'ambassade de Nouakchott en Mauritanie, et qui nous a dit, j'ai été réveillé en pleine nuit par quelqu'un qui m'a dit, on vient d'avoir un accident dans le cadre du rallye Paris-Dakar, et nous recherchons un hôpital pour accueillir des blessés. Voilà. Toujours en date du 13. Toujours à la date du 13. On parle toujours du 13, on parle de la nuit. On parle de la nuit, dans la nuit du 13. D'ailleurs, dans une émission de Daniela Lambroso, elle parle d'ailleurs, à l'occasion des 25 ans de Starmania, de la nuit du 13. Oui. Alors 13 janvier dans la nuit. Voilà. Alors que les médias ont diffusé le 14 à 19h. Et Daniela Lambroso savait que c'était le 13. C'est pas un lapsus. Journalistes, bien sûr, mais vous savez, les journalistes, on en a rencontré un à Paris de journaliste, un journaliste de France Soir, bon, qui était venu à moi, bon, et il nous a dit, hein, mais toute la profession le sait que c'est pas un accident, tout le monde le sait. Donc ces gens-là, les journalistes là, ils feraient bien de parler, hein, parce qu'ils sont complices. Ils sont complices, ils se taisent, ils sont complices. Mais lui, ce journaliste de François de l'époque, évidemment, nous a dit, mais on a tous su que c'était pas un accident, on le sait, tout le monde le sait, quoi.
Voilà. Donc, il serait peut-être temps maintenant de parler, hein, et de faire éclater la vérité, quoi. Donc, en fait, le mitraillage de l'hélicoptère… Pardon, Jean, d'autant plus que le pilote, comme vous me l'avez appris, c'était un pilote qui était IFR et c'est une qualité, c'est ce qu'il y a de mieux parmi les pilotes, puisqu'ils sont capables de piloter par tous les temps aux instruments. Ah oui, oui. Mon ami Luc, qui est pilote d'hélicoptère, qui fait des émissions avec moi, vous le direz évidemment mieux que moi. Bien entendu, bien entendu. Il était très expérimenté. Comment dire, François-Xavier Bagnoud. D'ailleurs, il allait voler dans les Alpes là-bas, puisque bon, son père avait voilà, des hélicoptères, des avions pour faire des traitements, pour aller faire des sauvetages en montagne, etc. Donc, il était très habitué, je veux dire, au paysage un peu montagneux, tourmenté, etc. Et c'est pas une dune de 30 mètres qu'il aurait arrêté. Je veux dire, il y a un phare la nuit, c'est très clair la nuit, hein, ils ont un phare, les hélicos qui portent loin, il aurait pu sans problème éviter cette dune de 30 mètres qui s'était présentée, ou même une falaise devant lui. Hein, là, donc c'est des conneries, quoi. Ils nous ont parlé d'une tempête de sable, il n'y en a pas. Une dune de tempête, il n'y en a pas. Il fait nuit, il ne fait pas nuit. Voilà, il ne fait pas nuit du tout. Donc, il faut qu'ils arrêtent de raconter leurs conneries, ces gens-là. Parce que quand je les entends encore aujourd'hui, y compris des gens de la famille Balavoine, qui connaissent la vérité quand même, ces gens-là. Ils connaissent la vérité. Peut-on penser qu'ils subissent un chantage ou qu'ils font l'objet de pression? Je ne sais pas ce qu'ils subissent, mais en tout cas, s'ils écoutent l'émission, je leur dis qu'ils ne sont pas courageux. Voilà, et je leur dis qu'ils ne sont pas courageux, et je leur dis qu'ils devraient avoir honte de laisser des gens faire ce boulot à leur place. Parce que moi, ça fait 20 ans que je suis sur ce dossier-là. 20 ans. Voilà, et je ne lâcherai pas de toute façon, parce que j'ai peur de rien, et j'ai surtout pas peur de la mort d'ailleurs, parce que la mort n'existe pas. Donc, j'ai rien à foutre de ça, moi. Par contre, ces gens-là ne sont pas courageux du tout. Il ferait mieux plutôt que de raconter des conneries encore récemment, là, le frère, en parlant de la version officielle d'un vent de sable, etc., il ferait mieux de fermer sa gueule, lui, hein, et puis de se rapprocher de nous pour faire éclater la vérité. Parce qu'ils la connaissent, la vérité, en plus. Parce que un petit cousin de Daniel Balavoine qui est venu à moi, je ne vais pas dire son nom, hein, il n'habite pas en France, il habite en Espagne, mais il m'a dit, lui, mais moi, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 14 ans, 15 ans dans la famille, c'est la tante Claire Balavoine qui nous a dit qu'il avait été assassiné, que ce n'était pas un accident. Vous vous rendez compte? Ben oui, donc vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qu'ils ont subi, ces gens-là, pour se taire comme ça? Mais c'est une honte. C'est une honte totale, ça. Alors, eux et les autres, évidemment. Hein. Alors, les images les images que l'on a là du rotor et de l'empannage, ce sont celles de quel hélicoptère? On va aller remontrer les images. On a vu le rotor là qui… Oui, alors on va passer à la suivante. Remontrer les images en question là. Si vous voulez, il y a deux photos voilà. Là, on a le rotor de queue de l'épave, évidemment, de l'épave du 14, du crack du 14. Hein. Alors, il y a quelque chose d'intéressant à noter sur ce rotor de queue là. Donc, il y a déjà l'axe, hein, il y a la couleur de l'axe. Si on le compare à l'hélico de Thierry Sabine, c'est pas la même couleur d'axe. Hein. Il y a un bout d'axe, l'embout de l'axe, il est noir là, et sur l'autre, il est bleu. Voilà, ou l'inverse, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est intéressante, c'est les lisses de queue que vous voyez là, les pales, là, les deux pales là. Ce rotor de queue, en fait, ne devrait plus être là. Cette hélice ne devrait pas être là. Pourquoi? Parce que quand cet hélicoptère a touché le sol, nous dit le rapport d'accident, en vitesse de croisière, c'est-à-dire 220 km/h. Donc forcément, ce rotor de queue est solidaire dans la transmission du rotor principal, hein, avec les grandes pales. Donc quand il pique comme ça, tout se bloque. Les grandes pales bloquent évidemment tout, et forcément, l'hélice en question ne peut pas rester sur son axe, elle s'envole. Voilà. D'ailleurs, j'ai un exemple dans le livre. Hein. L'hélice, elle tourne à 3500 nœuds, donc elle ne devrait pas rester sur son axe, elle aurait dû disparaître de là. Et pourquoi elle est là encore? Pourquoi? Parce que l'hélico, il est tombé, moteur coupé. Moteur coupé, il n'était pas en fonctionnement.
Voilà, et c'est pour ça que l'hélice de queue est toujours en place, là. Vous voyez? Donc, soit ils ont balancé un hélicoptère depuis un avion transal, et ça, c'est tout à fait possible, soit ils ont largué, un pilote s'est éjecté ou on ne sait pas, mais bon, et tout a été coupé, l'hélico, il est tombé, moteur, turbine coupée, voilà, c'est tout. Et Sinon, ça, l'acte, il serait pas en place. c'est l'hélicoptère qui est découvert soi-disant le 14. Ah, mais il y a que celui-là qu'on voit. L'autre, il est criblé de balles. L'autre, on ne l'a jamais vu. Il a été vu par des gens. Mais ça, c'est l'hélico du 14, bien sûr. Ça, c'est l'épave du 14. Hein. Voilà. Donc là, il y a déjà un gros problème avec cette hélice de queue qui ne devrait plus être là si l'hélico avait touché le sol en pleine vitesse avec son moteur allumé, avec l'hélice qui tournait à fond. Eh bien non, il ne peut pas rester là. C'est pas possible, ça. Ça n'existe pas, ça. Alors, voilà. L'image suivante. Alors, l'image suivante, alors, vous pouvez monter un peu parce que je crois que là, on voit le carnet. Enfin bon, là, il y a des débris. Je crois qu'il y a, voilà, vous avez en bas, là, vous avez là-bas, là en bas, un étui à droite, là. Alors, oui, ça aussi, c'est intéressant. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est l'étui qui contiendrait ce qu'on appelle le carnet de vol, le carnet de route, en fait. Et le carnet de route qui est présenté d'ailleurs par Patrick Chêne lors d'une émission d'un journal télévisé, comme par hasard, il est rempli jusqu'au 12. Il est rempli jusqu'au 12 janvier. Le 13 janvier, il n'est pas rempli et le 14 encore moins, évidemment, comme par hasard. Voilà, donc alors, on a quand même des informations. Le carnet de route, Jean, c'est le carnet qui correspond, qui est lié à l'appareil, pas au pilote. Absolument. C'est un carnet qui est rempli. Mais oui, il est rempli pour chaque mission par le pilote. Hein, oui, c'est comme à l'armée. Mais... À l'armée, moi j'étais chauffeur, on remplissait le carnet de bord. Donc quand on partait, quand on revenait. Et là, comme par hasard, François-Xavier Banou, qui était un pilote quand même très méticuleux, n'a pas rempli son carnet de route le 13, alors que le 13, l'hélico a volé, parce qu'il est venu sur l'hôtel Gaoué. Et le 14, évidemment, si le crash s'est produit le 14 au soir, il a forcément volé. Donc forcément, il est rempli. Eh bien non. Et dans le livre, vous avez bien vu que je montre bien que la date que le carnet s'arrête au 12. Non seulement, oui. Mais même Patrick Chêne le dit. Patrick Chêne le dit dans son reportage que le carnet est rempli jusqu'au 12 janvier. Donc, il y a un gros problème. Et ils doivent remplir le carnet pour les histoires d'assurance. Si le carnet n'est pas rempli, il peut y avoir des problèmes avec les assurances s'il y a un accident, s'il y a un problème. Voilà. Et là, non. Là, le carnet de route de l'hélicoptère s'arrête au 12 janvier. Voilà. Bon, donc c'est une preuve supplémentaire. Et le diplomate qu'on a eu, Marc Pécou, lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il dit, mais moi, j'ai été réveillé une nuit de week-end. C'était pas du tout le mardi soir que j'ai été réveillé, moi. Et il dit, c'était dans la nuit, ça venait d'arriver. Voilà, c'était une nuit de week-end en plus. Alors, il faut savoir qu'en Mauritanie, il y a le Nouvel An berbère. Et comme par hasard, le Nouvel An berbère, c'était le lundi en question, là. Voilà, Nouvel An berbère. Et lui, il disait, moi, je voyais les gens partir à la plage dans la journée, voilà, et il était réveillé en pleine nuit. Et il dit, j'étais même pas très content d'être réveillé en pleine nuit. Alors, qui est-ce qui a téléphoné? On n'en sait rien. En tout cas, il y a une chose qui est importante à comprendre aussi là. Pourquoi l'hôpital de Niamey n'a pas répondu? Ben oui, parce que l'hôpital de Niamey était quand même le mieux. Il était quand même le mieux placé pour accueillir les blessés en question. C'était le plus proche en plus. Mais à côté. Oui. Et comme par hasard, ils ont appelé l'hôpital, ils ont appelé l'ambassade de France à Nouakchott. Et c'est lui, Marc Pécou, qui a répondu. Vous vous rendez compte? En pleine nuit, hein? Il m'a dit, on m'a réveillé. J'étais même pas de bonne humeur quand on m'a réveillé. Donc, vous voyez, il y a énormément de mensonges dans cette affaire. Voilà, énormément. Alors, on a deux autres photos que vous allez commenter, si vous voulez bien, sont les numéros de série qui sont marqués sur les ailes de l'hélicoptère. Ils sont des écureuils. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, évidemment, quand on parle de deux hélicoptères, il faut quand même essayer de trouver des comparaisons, des différences, bien entendu. Alors, l'hélicoptère de Thierry Sabine, c'est le 1689. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous le voyez sur l'empennage, 1689. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils ont maquillé. La régie.
Là, pour la régie, c'est la photo suivante, 1689. Voilà, Alors, c'est celle-ci. voilà, 1689. Alors, le 1689, c'est effectivement la photo qu'on trouve, c'est ce qu'on voit sur l'hélico qui est au sol. Voilà, l'hélico qui est au sol, 1689. Sauf que, il y a une photo qui a été prise plus tôt dans la matinée. Et Alors la là, on photo qui a été remonte. prise plus La tôt, régie, si vous voulez bien remonter. c'est la précédente. C'est la précédente. La photo qui a été prise plus tôt dans la matinée, où là, il n'y a aucune activité autour de Non, l'épave de la l'hélicoptère. précédente, la numéro 6. Voilà, ça, Numéro c'est le 6. carnet de route, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, il faut descendre encore un peu. Ça, c'est voilà. le. Alors, ça c'est une photo qui a été prise sur l'épave du matin. Sur l'épave du matin, parce que là, il n'y avait aucune activité autour de l'épave. Et comme par hasard, sur cette photo-là, qu'est-ce qu'on trouve? 1450, 145. Voilà. Et ça a été photographié. Moi, j'ai trouvé ça sur le magazine VSD. Voilà. Donc, on trouve 145 là. Le dernier chiffre, il est noyé dans la déchirure, si vous regardez bien. Alors que sur la photo précédente, le dernier chiffre, si on revient à la photo précédente, du 1689, le dernier chiffre, il est parfaitement décalé de la déchirure. Hein, revenons à la diapo d'avant. 1689. Voilà. Non. Après. Là, non, on non, y arrive. non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Alors, avancez. Voilà. Regardez le dernier chiffre. Comment il est bien décalé de la déchirure. Oui. Il est tout à fait lisible, là. Oui. Vous voyez comment il est bien, voilà, il est bien décalé. Par contre, sur l'autre, qui commence par 145, et le dernier chiffre, il est dans la déchirure. Si la régie Donc, il y veut a bien un problème. remonter, photo numéro 6. Voilà, là, il y a effectivement. Voilà, là, vous voyez bien que le dernier chiffre, il est dans la déchirure complètement. Donc là, il y a un problème. Alors là, on a effectivement deux hélicoptères différents. Donc, quand on a 145, qu'est-ce qu'on fait? Ce que j'ai fait, en fait, j'ai consulté le registre de la DGAC, la direction de l'aviation civile, hein, délégation, enfin bon, voilà, DGAC. Oui. Et donc là, on a effectivement les immatriculations de tous les hélicoptères, les AS-350, Écureuil, hein, voilà. Alors, il y en a deux, en fait, qui correspondent qui démarrent par 145. Il y a le 1451, qui est un hélicoptère qui a été racheté d'ailleurs par un assureur lyonnais que j'ai au téléphone, parce que l'aérospatiale reconfigurait des hélicoptères avec des plaques récupérées sur des appareils crachés. Et vous avez le 1453, évidemment, et je pense que c'est le 1453, parce que le 1453, en fait, était un hélicoptère dédié aux images, et il était sur le Dakar, il était sur le circuit. Et clin d'œil de l'histoire, c'est que le 1453 avait été utilisé en 1983, je crois, par Philippe de Dieuleveux pour sa chasse au trésor. Vous voyez les clins d'œil là? Donc, oui. Donc voilà, donc là on a bien, c'est clair, il y a les numéros de série, on a aussi les longueurs de béquilles de queue, il y a aussi les axes de rotor. Enfin, il y a des différences entre deux hélicoptères, c'est clair et net. Voilà, donc on a le 1689, on a le 1453, je suis convaincu que c'est celui-là, qui de toute façon a été utilisé pour le crash du 14, quoi. Voilà. Par contre, le crash du 13, c'est bien l'hélico de Sabine qui a été utilisé, qui a été crashé, là, pas de problème. Et ils ont maquillé les numéros, évidemment, sur le lendemain. Ils ont maquillé les chiffres, t'es obligé de maquiller les chiffres, sinon il y avait un problème. Sauf qu'il y avait des témoins. Sauf qu'il y a eu des témoins. Oui, voilà. Donc les témoins, ben évidemment, il y a eu des témoins de l'hélico criblé de balles. L'hélicoptère a été criblé de balles. Voulez-nous raconter dans quelles circonstances vous avez eu le témoignage de l'hélicoptère criblé de balles? Ah ben, il y a un gars qui l'a vu, qui travaillait à l'aéroport Charles de Gaulle, mais bon, il ne veut pas témoigner parce que tout le monde a la trouille. Hein. Bien sûr. Les gens ont peur de témoigner. Hein.
Donc, quelqu'un qui travaillait à l'aéroport Charles de Gaulle a vu cet hélicoptère arriver là pour être rapatrié dans les ateliers de l'aérospatiale à Marignane. À l'époque, ça s'appelait aérospatiale. Aujourd'hui, ça s'appelle Airbus hélicoptère. Et évidemment, ils ont rapatrié cette. Bon, lui, il l'a vu criblé de balles à l'aéroport Charles de Gaulle. Quand il est arrivé dans les locaux de l'aérospatiale à Marseille, Marignane, évidemment, il a été vu. Il a été vu. Il y a des témoins. Il y en a même qui ont pris des photos. Et là, je fais un appel à témoins, là. Si vous avez des photos de cet hélicoptère criblé de balles, il faut absolument nous les envoyer, quoi. Alors, l'hélico, il est arrivé là-bas à Marignane et ils l'ont laissé un peu en souffrance, évidemment, bâché, était bâché l'hélico, hein, pour que personne ne le voie, bien entendu. Et au début des années 90, 91, 92, où là, j'ai eu un témoignage d'une dame qui s'appelle Maïté, qui travaillait pour l'aérospatiale de Bordeaux-Mérignac, et l'hélico est arrivé là, criblé de balles, dans ce lieu-là. Pourquoi? Parce que là, il y avait un cimetière d'aéronefs. Voilà. Donc, il devait être détruit. Est-ce qu'il a été détruit? On ne sait pas. Mais en tout cas, le gars qui lui a apporté, qui s'occupait des docks de transport aérien, et qui est venu l'avoir dans son bureau, lui a dit, on vient, l'hélico dans lequel Daniel Balavoine est mort vient d'arriver, il est criblé de balles, mais surtout n'en parle à personne. Le directeur nous a tous réunis pour nous demander de la fermer. Voilà. Donc, il y a des gens à Mérignac qui sont au courant, bien entendu. Il y en a plein qui sont au courant, qui ont vu cet hélicoptère criblé de balles. Il y en a peut-être qui ont pris des photos. Il serait peut-être temps d'exhiber les photos, là. Hein, il serait peut-être temps de nous montrer des photos. C'est important, ça. Pendant que la régie nous montre la photo 13, qui est celle d'une balle, qui a donc été retrouvée, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ce sont les dernières recherches que vous menez actuellement, Jean. Alors, les dernières recherches, alors voilà la balle, effectivement, ça c'est intéressant. Je vais raconter l'histoire de la balle. Hein. Oui. C'est un militaire qui est venu à moi, qui s'appelle Anthony, et qui a baroudé là-bas dans les déserts africains, et dans les années 2000, début 2000 par là. Je ne sais plus dans quel désert il était. Enfin bon, il était en mission là-bas. Hein, il a fait carrière dans l'armée, lui. Hein. Et donc en fait, il écoutait, il était fan de Daniel Balavoine. Donc, il écoutait beaucoup de musique de Daniel Balavoine dans son Walkman, comme il dit. Et à un moment donné, il y a un Africain qui vient vers lui et qui lui dit « Donne-moi ton Walkman ». Et donc, lui, il dit « Ben non, j'en ai besoin. » Donc, il lui a quand même collé le Walkman sur les oreilles. Et quand l'Africain a entendu Daniel Balavoine chanter, alors il parlait pas très bien, et bon, il lui a dit « Suis-moi ». Donc, lui, Anthony, l'a suivi, et il est allé dans un baraquement, et il a ouvert un tiroir dans lequel il y avait plein d'ogives de balles comme celle-là, avec du sable. Et l'Africain lui a fait comprendre, en fait, que ces ogives de balles avec le sable en question avaient été récupérées sur le lieu où l'accident avait eu lieu, sur le lieu du crash, du mitraillage, c'est-à-dire au nord de Niamey. Voilà. Donc là, on a une ogive de balles. Normalement, c'est une balle de 12,7. Hein, c'est une grosse mitrailleuse, ça. Là, on a une ogive de balles intéressante. On a une pièce à conviction, évidemment, qui est sous protection, là. Hein. Donc là, ce qu'il nous faudrait maintenant pour faire des analyses, c'est avoir un morceau de tôle de l'hélicoptère qui a été mitraillé. Donc cet hélicoptère qui est revenu justement à Bordeaux-Mérignac. Voilà. Mais ça, on a une pièce importante. Il existe toujours, ils l'ont pas fait disparaître. Jean, il existe toujours cet hélicoptère. Mais ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il a été détruit? Il a été amené en tout cas là pour être détruit. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont récupéré des bouts de ferraille? Si c'est le cas, il serait bien inspiré de nous en communiquer un morceau pour qu'on puisse faire des analyses. Parce que si on fait des analyses avec cette ogive de balle, ce sera imparable. Imparable. Là, voilà. Donc, le directeur en question, on ne sait pas où il en est aujourd'hui. Hein, est-ce qu'il est toujours de ce monde? On n'en sait rien.
il y a des employés de Mérignac qui ont vu cet hélicoptère criblé de balles, ça c'est sûr. Mais il ferait bien de se manifester aussi, ceux-là. Enfin voilà, donc on a quand même des éléments très, très, très importants, quoi. Hein. Et il ne faut plus venir nous raconter d'histoires avec une version officielle qui n'a ni queue ni tête. Hein, tous ces journalistes-là feraient mieux de fermer leur gueule, quoi. Hein. Et tous ces gens-là qui racontent n'importe quoi, parce que c'est que des conneries, quoi, que des mensonges. Voilà, on est dans une version complètement mensongère, complètement. Et les journalistes le savent en plus, ils le savent. C'est ça qui est grave, c'est que ces gens-là le savent. Et il y a des gens qui étaient présents sur le circuit qui le savent aussi. Bien sûr que oui, y compris des journalistes sportifs. Hein. Il y en a un en particulier d'ailleurs qui s'intéresse, et ça je le sais, d'une personne qu'il connaît très bien, qui s'intéresse à mes investigations. Oui. Il ferait bien de bouger, lui. Hein. Il ferait bien de bouger, c'est le moment. Hein. Parce que ce n'est pas après la mort, hein. Il est trop tard après. Hein. Après, on est complice. Hein. On est complice si on ne parle pas. Hein. Voilà. Donc, il ferait bien, je lui lance un appel là. Voilà. Hey, bouge-toi le cul parce que vraiment, c'est le moment, quoi. Hein. Non, mais ces gens-là me dégoûtent, moi. Ces gens-là me dégoûtent. Aussi bien les Balavoine que tous ces journalistes qui savent me dégoûtent. Ce sont des branleurs. Voilà, c'est une bande de branleurs qui ferait bien de parler, quoi. Il est temps de parler. Il est temps. On est dans l'ère des révélations, là. On est dans l'ère des révélations. Voilà. Il y a deux documents qu'on voudrait montrer aussi à nos amis internautes. C'est le rapport d'accident. Alors, il y a deux images, la régie. La première, c'est la numéro 11 et ensuite numéro 12. Et c'est Jean qui va les commenter. La numéro 11 qui vient du ministre des Transports et des Travaux publics. C'est la Direction nationale de l'aviation civile. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement, je crois que c'était en 2008, j'ai contacté le BEA, j'ai contacté l'aérospatiale en fait, hein, parce que l'aérospatiale, le BEA, Bureau d'enquête et d'analyse pour les accidents de l'aviation civile, et évidemment le Mali, hein, le Mali, Direction nationale de l'aviation, ont participé évidemment à l'enquête. Une enquête qui a été bâclée, complètement bâclée. Et donc, je me suis adressé à l'aérospatiale à Marseille. Donc là, ils m'ont baladé, je me rappelle, c'était en mois de juin. Bon, et à un moment donné, j'ai dit, bon, mais vous avez ce rapport d'accident, c'est quand même pas normal, il est public. Alors la personne, elle me dit, non. J'ai dit, écoutez, si vous n'avez pas de rapport d'accident, vous savez ce qu'on va faire, nous. On était sur le point de produire un documentaire. Eh bien, on va dire que dans notre documentaire, on va dire que vous faites de la rétention d'informations. Ben là, je peux vous dire que ça a provoqué un électrochoc, puisque dans l'après-midi même, j'avais le BEA, une dame du BEA, très charmante par ailleurs, et je lui dis, écoutez, je recherche le rapport d'accident, il n'est pas dans votre dossier, il est nulle part, donc est-ce que vous pouvez nous le procurer? Voilà. Et donc, elle me dit, bon, ben, laissez-moi quelques jours, je vous rappelle. Donc, elle me rappelle, elle me dit, je suis absolument désolé, le dossier est vide. Le dossier est vide. Ah, ben, je dis, dites donc, attendez, mais il y a un problème là. Elle me dit, bon, ben, écoutez, on va se mettre en relation avec notre ambassade de France au Mali pour retrouver ce rapport d'accident. On va le faire par le biais du Quai d'Orsay. Et là, j'ai attendu. Donc, elle avait mis un monsieur Arslanian sur le quai. Très charmant, cet homme-là. Et puis, à un moment donné, c'était au mois de novembre, je crois, je ne sais plus. Je lui dis, écoutez, vous n'avez toujours pas ce rapport d'accident? Il me dit non. Bah, j'ai dit, communiquez-moi les coordonnées de votre interlocuteur malien. Et il m'a dit, oui, c'est M. Oumar Ba. Donc, voilà. Il m'a donné son numéro de téléphone. J'ai appelé M. Oumar Ba. Il me dit, écoutez, on est en train de déménager, mais dès que je peux, je regarde dans les archives. 2 semaines après, j'avais le rapport d'accident en pièces jointes sur ma messagerie. Oui. Vous voyez le truc? Et donc, j'ai informé le BEA qui m'a dit, on peut en avoir un exemplaire? Je lui ai dit, attendez, n'allez pas vite. Je vais demander à M. Oubarma, donc je lui ai demandé, il m'a dit, oui, pas de problème pour communiquer un exemplaire aux collègues du BEA. Ben, vous me croirez si vous voulez, il n'a jamais quitté mon ordinateur. L'au-delà a dit non, pas eux, ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu.
Voilà, donc ce document, il est intéressant. Ce document, il informe bien qu'en fait, il y avait un vent de sable un vent de sable qui n'existe pas, un vent qui n'aurait même pas fait voler un cerf-volant d'enfant. Alors, il faut qu'ils arrêtent de nous emmerder avec leur Oui. vent de sable. Pas vrai, c'est faux, ça. Et ça, évidemment, c'est le rapport d'accident du crash du 14, bien entendu. Il n'y a pas eu de rapport d'accident pour le crash de la veille. Mais il est tout de même intéressant. Il est tout de même intéressant parce que il nous dit, donc il y a effectivement quelques photos dans le livre, là. Il est tout de même intéressant parce qu'il nous dit quoi, entre autres? Il nous dit que l'hélico a touché le sol en vitesse de croisière, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, à 220 km/h, à 10 mètres du point d'impact. 10 mètres du point d'impact, les portières et l'habillage de l'hélicoptère s'envolent, il n'y a plus rien. Hein, c'est-à-dire que les gens sont sur un plateau, vous voyez. L'hélicoptère continue sa glissade, se retourne, hein, il heurte un arbre, il se retourne, et puis au bout, là, à 150 mètres, on retrouve des corps intacts et non méconnaissables. Ben, faudra pas nous la faire une deuxième fois, celle-là, parce que c'est pas possible. C'est que des conneries. C'est un tissu de mensonges, ça. Voilà. Hein, un hélicoptère qui touche le sol à 220 km/h, c'est de la charpie. On ne retrouve plus rien, des morceaux de viande, voilà. Il faut le dire comme ça. Alors que là, non. Là, non. On retrouve des corps intacts. Intacts. Ouais. Voilà. Alors, Jean, comment pouvez-vous expliquer que Daniel Balavoine aurait pu déranger? En quoi il aurait pu déranger? Est-ce que c'était lui qui était visé? Est-ce que c'était Thierry Sabine? Est-ce que c'était les deux? Alors, là, c'est intéressant. On arrive au mobile. Oui, alors, mobile du crime. C'est que, bon, comment dire, Balavoine avait déjà chauffé les oreilles de Mitterrand. Vous vous souvenez? On s'en souvient. Il avait chauffé les oreilles dans son intervention fracassante de 1980. Hein, c'est en 80, un journal. Mitterrand était en campagne électorale. C'est ça, voilà. Donc là évidemment. Lors d'un journal télévisé à une heure de grande écoute. Et à l'époque, pas toutes les chaînes d'aujourd'hui, il y a des millions de spectateurs qui l'ont vu et entendu. Il lui a coupé la parole. Oui. Mais Mitterrand, en renard qu'il était, il a dit, lui, je vais le mettre dans ma poche. Je vais le mettre dans ma poche pour récupérer des jeunes. Hein. Voilà, des jeunes. Voilà, la jeunesse, parce que Balavoine a beaucoup parlé de la jeunesse à ce moment-là. Après l'émission, ils sont allés manger ensemble. Il y avait donc Fabius également. Hein, il y avait Fabius, que j'appelle le sang contaminé. Il y avait le juge Bidalou aussi, qu'on appelait le juge rouge à l'époque. Ils sont allés manger ensemble et Mitterrand, il a mis Balavoine dans sa poche. Il l'a tellement même, parce que Balavoine était quand même un homme de gauche. Hein. Voilà, c'était un homme de gauche, touche pas à mon pote, etc. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'il était, avant la chanson, il était passionné de politique et il s'y était essayé dès l'âge de 16 ans déjà. Il voulait s'engager en politique, mais bon, ça l'a complètement dégoûté par contre. Donc, par contre, il a chanté un peu pour chauffer les salles dans des meetings de Mitterrand. Bon, il n'a pas dû y aller beaucoup, hein, peut-être une ou deux fois. Et quand il a vu qu'en fait on l'utilisait, parce que c'est ça, ces politiciens-là, ce sont des mafieux, des mafias. Donc, ils ont essayé de l'utiliser. Et puis lui, ben, il s'en est dégagé, il s'en est détaché. Et il a bien fait d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est aussi une seconde, comment dire, insulte, un injure à Mitterrand. Bon, après, il y a eu cette histoire des anciens combattants, là. Hein, quand il a fait son intervention fracassante aussi dans l'émission 7 sur 7. J'emmerde les anciens combattants, j'emmerde le pouvoir, j'emmerde tout ça, c'est de la merde. Vous vous rappelez de cette intervention-là. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a liquidé, Balavoine. Pas pour ça qu'on l'a liquidé. Pourquoi on l'a liquidé? Parce qu'en fait, le Dakar faisait depuis pas mal d'années du trafic d'armes. Je vous rappelle qu'à la cellule africaine de l'Élysée, on avait deux individus, un qui s'appelle Jean-Christophe Mitterrand et l'autre qui s'appelle Pierre-Philippe Pasqua. Comme quoi on peut être opposé politiquement et bien s'entendre sur certaines choses. Hein. C'était le cas d'ailleurs. Donc ces deux-là géraient la cellule africaine de l'Élysée. Donc d'ailleurs, Jean-Christophe Mitterrand
a été condamné pour du trafic d'armes. Bon, il se trouve quoi? Il se trouve qu'en fait, Thierry Sabine, qui est évidemment plus ou moins obligé, plus ou moins contraint. Thierry Sabine était très ami avec Mano Dayak. Qui était Mano Dayak? Mano Dayak était un chef touareg qui revendiquait un territoire pour son peuple. Hein, il était d'ailleurs en négociation avec le Niger et le Mali par rapport à ça. Et évidemment, il y avait des groupes armés là, chez Mano Dayak. Et forcément, Sabine a livré des armes. On a livré des armes à Mano Dayak et probablement à d'autres d'ailleurs. Mano Dayak d'ailleurs est mort au décollage d'un avion en 1995. Hein, l'avion a pris feu en bout de piste. Ils étaient 5 dans l'avion. Ils allaient négocier avec le président du Niger. Ben, ils n'ont rien négocié du tout puisque l'avion s'est enflammé en bout de piste. Il a pris feu. Et dans cet avion, il y avait d'ailleurs Hubert Lassier qui était un journaliste. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en 85? En 85, Sabine a décidé de délocaliser son Dakar. Il ne voulait plus, je pense, cautionner ça. Donc, le délocaliser en Amérique du Sud. Hein. Voilà. Et il a rédigé son testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sabine a reçu des menaces, probablement. Il a rédigé son testament avant le Dakar. D'ailleurs, son père a été choqué de ça. Son père a été choqué de ça. Et parce que Sabine, il ne pouvait plus. Il était au bout, là. Le problème, c'est que quand vous collaborez avec une mafia, quand vous la lâchez, la mafia, elle ne vous fait pas de cadeau. Elle ne vous fait pas de cadeau. Et donc, d'ailleurs, dans l'après-midi du 13, et ça, on le sait d'une journaliste, Sabine a reçu un télégramme. Il est parti en catastrophe après avoir lu ce télégramme. Il a téléphoné à son père, qui le dit d'ailleurs dans une émission, hein. Le père Gilbert Sabine le dit, j'étais très mal après son coup de fil. Alors non seulement il avait été déjà choqué par le testament hein, qu'il avait rédigé, mais en plus, après le coup de fil du 13 dans l'après-midi, le père Sabine a dit « j'étais très mal après son coup de fil ». Donc je pense que Thierry Sabine a dû libérer son âme et libérer sa conscience, qui a mis le père très très mal à l'aise. Et qu'est-ce qui s'est passé le soir? Eh bien le soir, on l'a liquidé, voilà. Daniel Balavoine, lui, il a découvert ce trafic d'armes, évidemment, dans les convois du cœur, les convois du Dakar. Il allait ramener sa grande gueule, évidemment, dès son retour en France. Il fallait non plus qu'il ne parle pas. Donc, voilà, ils étaient liés tous les deux, d'une certaine manière, par cette histoire-là. Et puis, les 3 autres qui étaient dans l'hélicoptère, bah, tant pis pour eux, quoi. C'est des dommages collatéraux. Vous savez, on fait tomber un avion de 500 personnes pour en tuer une, il n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire, quand on veut liquider quelqu'un, on ne s'occupe pas du nombre de personnes qu'il y a dans l'hélico ou dans la voiture. Hein. Ce n'est pas un problème, ça, pour eux. Hein. Voilà. Donc, voilà en fait l'histoire telle qu'elle est révélée par notre version, que certains vont appeler version complotiste, évidemment. Évidemment. Qui n'est plus du tout la version officielle. Très troublant, c'est que votre enquête a commencé par des signes de l'au-delà et tous les faits ont été vérifiés physiquement par la suite. Et alors, c'est difficile de porter une accusation avec cette inversion dans les faits. Bon, on sait très bien que la police utilise même des médiums pour certaines enquêtes. Hein. D'ailleurs, dans le livre, j'ai un exemple du grand médium Chico Xavier qui, effectivement, a innocenté quelqu'un grâce à un message d'outre-tombe. Hein. Ça, c'est intéressant. Après, les messages de l'au-delà, moi, je les prends avec réserve. Parce que ça ne constitue pas des preuves, ça c'est sûr. Hein. Et il faut les valider. Il faut les valider. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que tout votre travail et votre longue enquête a permis de faire, c'est que vous étayez tout par des faits et par des constatations précises et physiques. Et vous rencontrez les témoins qui étaient témoins justement de ces faits. Daniel Balavoine dénonce ça. Si vous me permettez, j'avais quelques secondes de cette chanson de Daniel Balavoine où il parle bien.
Voilà. Vendeur de l'arme, trafiquant d'armes. C'est clair. Jean, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Vendeur de l'arme, trafiquant d'armes, effectivement, une chanson de 1980 combien 3? Enfin, Oui. quelque chose comme ça. En tout cas, prémonitoire, prémonitoire. Absolument. Voilà, ça c'est tout à fait prémonitoire. Mais Daniel pardon? Non, non, je vous écoute. Daniel Balavoine était quelqu'un, c'était en fait un mystique. Vendeur de larmes. Trafiquant d'armes. Merci. Trafiquant d'armes. Merci. Voilà, et là, ben, les vendeurs de l'arme et trafiquants d'armes, ils ont eu raison de lui. Mais enfin, ils ont eu raison de rien du tout, puisque la vie continue après la mort, et que Daniel Balavoine communique des messages, non seulement j'en ai reçu, évidemment, tout à fait au début, des messages justement pour parler de cette affaire-là. J'ai une amie, Carole, qui l'a bien connue, qui reçoit des messages de Daniel Balavoine également. J'ai une amie qui s'appelle Christine à Paris, qui a reçu aussi des messages de Daniel Balavoine par écriture automatique dans lequel il lui disait que le cercueil était vide et que son corps était ailleurs, confirmé par un porteur de cercueil d'ailleurs, que j'ai eu au téléphone et qui a même été interviewé sur place à Biarritz, hein, qui nous a dit quand il apportait le cercueil, c'était très léger. Donc, sans trop se tromper, Daniel Balavoine pesait en gros 75-80 kilos. Donc, oui. Eux, quand ils ont porté le cercueil de Balavoine, lui et ses collègues, il me l'a dit d'ailleurs, il n'y avait pas de poids. Il n'y avait pas de poids. Et quand il est descendu dans le caveau de M. Maestre, parce qu'il a été mis dans ce caveau-là dans un premier temps, dans un premier cimetière, aujourd'hui il est à Rankin, hein, le cercueil. Et il a entendu du sable se déverser dans le cercueil. Ils ont mis des pelletées de sable, en fait. Vous vous rendez compte? Voilà. Oui. Donc, le corps de Daniel Balavoine, mais il n'y a pas de mystère, là, en fait. Il n'y a pas de mystère parce que ça correspond, en fait, à ses dernières volontés. Donc, voilà, il souhaitait, donc, il est enterré au Mali. Il est enterré au Mali. Il est enterré probablement dans un village. Et là, j'ai eu cette information dans un songe avec Jean-Claude Carton qui s'appelle Fassala. Fassala, donc on a deux Fassala. On a un Fassala en Mauritanie, on a un Fassala au Mali. Au Mali, pardon. Donc, oui, au Mali. Donc, Fassala, F-A-2-S-A-L-A. Voilà. Donc, Daniel Balavoine, il est resté en Afrique. Il n'y a pas de mystère du tout. Il n'y a pas de lien non plus avec cette affaire dont on parle là. Ça n'a pas de lien. Ça n'a rien à voir, quoi. En tout cas, les trafiquants d'armes, effectivement, les trafiquants d'armes, ils ont eu sa peau. Et l'organisation, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé encore plus loin, puisque grâce à une amie, moi j'ai eu deux informations, en fait, de gens de la DGSE, dont un agent de la DGSE qui a vu sur un écran d'ordinateur la fiche de mission de cette opération. Fiche de mission signée Mitterrand, qui s'appelle, j'en parle dans le livre, hein, Opération Éremia. Opération Éremia, qui vient du grec ancien et qui veut dire désert. Bon, avec tout un tas d'informations, évidemment, des ministres concernés, des ministres impliqués, l'objectif de l'opération. Alors, d'après cet agent de la DGSE, comme ils se sont ridiculisés dans l'opération du Rainbow Warrior, là, la DGSE, d'après lui, ils ont sous-traité ça à une organisation du crime suisse. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a beaucoup d'organisations du crime. Hein. Donc voilà, donc là, on a eu ça. J'ai aussi eu une personne, juste avant le Covid, là, qui m'a dit, oui, mais je suis au courant, elle, une ancienne de la DGSE, elle me dit, non, mais ce n'est pas du tout un accident, mais pour que je vous en parle un peu dans le détail, il faut qu'on se rencontre à Paris. Donc, on ne s'est pas rencontrés du tout, puisqu'après, il y a eu ce fameux Covid
Oui. fausse épidémie, évidemment, mensonge, un autre mensonge encore, et du coup, on ne s'est pas rencontrés. Mais en tout cas, il y a un dossier à la DGSE sur cette affaire-là. Donc voilà, on connaît tout, on sait tout. Donc il faut que les contradicteurs se la ferment maintenant, parce qu'on va leur mettre bientôt les pièces à conviction complètement sur les yeux. Et puis voilà. Donc tous les gens qui ont des informations à communiquer, tous les gens qui ont des photos, tous les gens qui peuvent nous aider dans cette démarche-là, seront bien évidemment les bienvenus. Alors, ce que je voulais souligner quand même, c'est que les droits d'auteur du livre Daniel Balavoine, Meurtre déguisé, sont intégralement versés par mon éditeur Patrick Pazin de novimondi.com, intégralement versés à la fondation Daniel Balavoine. Ça, il faut le savoir. Hein. Alors, il y a deuxième 30 000. information que je veux donner aussi, tout ce que je fais dans le cadre de ma mission, on va dire, spirituelle, depuis le décès d'Olivier qui m'a mis le pied à l'étrier pour pas mal de choses, et y compris maintenant des exorcismes et des choses comme ça, mais ça, c'est pas nouveau, c'est depuis 2004. Tout ce que je fais dans ce cadre-là, c'est gratuit. Voilà. Hein, une mission spirituelle n'a rien à voir avec l'argent. La spiritualité et l'argent ne font pas bon ménage. Voilà. Ça, il faut quand même le savoir. Merci Bon, Jean, c'est bien de le souligner, effectivement. Tous ceux De qui toute font façon, du pognon avec la spiritualité, il ferait bien de réfléchir à deux fois. Il ferait bien d'ailleurs de se souvenir de ce que Jésus nous a dit, parce qu'Olivier, dans ses messages, parle beaucoup de Jésus. Jésus a dit quoi à ses disciples? Il les a envoyés en mission. Il leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Hein, guérissez les malades, purifiez les démons, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc moi, c'est ce qu'Olivier m'a toujours dit, que tout ce que je devais faire, ça doit être gratuit, bien entendu. De toute façon, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Et même, je veux dire, ça ne me serait jamais venu à l'idée de faire payer des gens pour les aider, des gens qui sont dans la détresse du décès de quelqu'un, ou qui sont dans la détresse de victimes de magie noire ou de possession quelconque ou d'influence occulte négative. On peut pas, on n'a pas le droit de faire payer les gens. Voilà. Je vais encore le redire dans l'émission de samedi soir sur Rencontre paranormale avec Rick, avec mon ami Rick. Voilà. On fait des émissions régulières sur l'au-delà, etc. Voilà, Jackie. Vous avez raison d'insister sur ce fait. Ça montre votre honnêteté, votre pureté, votre dévouement. Merci beaucoup, Jean. On va repasser la dernière image pour montrer vos 3 ouvrages qui sont parus aux éditions Talma Éditions. Pour vous les procurer, vous pouvez taper sur le site, c'est un peu plus haut sur l'image, ça apparaît pas à l'écran. Si la régie veut bien baisser un petit peu l'image, c'est le site www.novimondi.com. Merci beaucoup. Et vos ouvrages sont L'épidémie du mensonge, Le temps des révélations, Passeport pour l'au-delà, et puis celui-ci, Daniel Balavoine, Meurtre déguisé. Le dernier message que vous voulez adresser au public, Jean, je pense que c'est un message d'amour et on pourrait laisser Daniel Balavoine clôturer cette émission en le citant. Oui. Alors, je le cite entre guillemets, « Les gens s'aiment de moins en moins et ont de plus en plus honte d'aimer. Je crois que c'est un sentiment qu'il faut réapprendre, car c'est peut-être le seul qui tienne debout. » Absolument, absolument. Oui, absolument. Et je vais donc l'amour, oui, on est en grand déficit d'amour dans ce monde. Hein. On est vraiment. Juste. Oui, il y a un énorme déficit. Alors concernant les livres que vous avez montrés, donc ça, ce sont effectivement les ouvrages qui sont diffusés par novimondi.com. Il y en a 4 autres. Hein. Il y en a 4 autres. Il y a L'hémorragie du mensonge, qui est mon dernier livre. Il y a 2 autres livres sur l'épidémie du mensonge, Chronique de l'au-delà, Temps de l'apocalypse. Et il y a Vers un monde d'amour, que j'ai coécrit également avec Marie-Madeleine Jacob. Voilà, donc on a en tout 7 livres. Quoi. Voilà, et il n'y en aura plus. Eh bien, 7,
c'est aussi un nombre. Le chiffre divin, c'est le chiffre divin. Et voilà, et c'est formidable, effectivement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jean, d'avoir partagé tous ces témoignages. Et puis, merci surtout d'avoir réussi à tout concentrer en 1h15 à peu près, parce qu'il y a tellement à dire qu'on vous écouterait pendant des heures. Et j'espère, amis internautes, que j'ai été assez claire dans la façon de mener cette émission. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci, Au revoir. Jackie. Merci.